Hello, hello. Hello, everybody. Good morning, good evening, good afternoon. Bonjour à tous, bonsoir. Hello, everyone. Bonjour à tous. Je vois que les gens sont en train d'arriver. On va attendre 1 minute avant de démarrer cette session. Avant cela, je vais me présenter. Je m'appelle Raúl Freites. Je suis étudiant en doctorat en changement climatique et politique climatique à l'Université de Lisbonne, à l'Institut de sciences sociales. Et je suis Global Youth Champ à la coalition Global Youth. Et je suis accompagné par ma collègue Yoko. Bonjour Yoko. Bonjour à tous. Je vais aussi me présenter. Je suis modératrice. Je m'appelle Yoko Lu. Je travaille principalement dans le travail politique avec Yungo et le réseau Global Youth Biodiversity. Je suis aussi l'une des Global Youth Champs avec la coalition Global Youth. Merci beaucoup, Yoko. Tu es modérateur de la... Je suis modérateur de la session. Bienvenue à la 8e session. Donc, nous avons préparé un programme pour vous. Avant de commencer, je vais vous rappeler nous sommes présents sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous suivre et de nous liker, de nous mentionner. Et comme vous le savez, il y a des règles de participation qui sont très importantes. Il faut le rappeler à chaque fois, mais c'est important de le savoir pour que tout soit bien organisé. Donc, nous avons plusieurs intervenants. Ça va être des interactions très intéressantes. Donc, nous allons commencer par un petit jeu. Qu'est-ce que la politique climatique? Moi, j'étudie la politique climatique et des fois, j'oublie ce que c'est. Et j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qu'est pour vous la politique climatique. Donc, je vais vous donner 1 minute pour que tout le monde puisse dire ce qu'est la politique climatique. Et ensuite, on va partager avec vous tout cela. Donc, utilisez le Mentimeter et répondez à la question, qu'est-ce que la politique climatique? Le code est 338. Nous avons déjà des réponses, amélioration, prise de décision, influence. Ça peut être dans n'importe quelle langue. Je parle bien espagnol, italien, portugais, français. Donc quelle que soit la langue, vos réponses ne seront pas ignorées. Ne vous en faites pas. Influence, amélioration, protection, réglementation, j'aime bien ce mot. Atténuation, c'est très bien. Encore 30 secondes. Et ensuite, on devra fermer la question. Encore 25 secondes. Direction, influence prennent la tête. Adaptation et atténuation, fonds économique. Encore 10 secondes. Allez. Puissance, pouvoir. Encore 5 secondes. Et malheureusement, on doit passer à la suite. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est une question assez intéressante. Et tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps. Tout ce que vous avez mentionné constitue la politique climatique.
La politique climatique, c'est ce qui nous permet d'avoir des communautés prospères et des écosystèmes prospères. C'est le résultat de l'action collective de tout le monde. Et nous espérons que cette session va vous donner des éléments sur la politique climatique. C'est un sujet assez compliqué. Et ce que nous voulons, c'est vous donner des informations et utiliser l'énergie dont vous avez fait preuve au cours de ces 8 sessions pour aider à façonner les politiques dans vos pays et au niveau international pour lutter contre le changement climatique. Donc, nous allons passer à présenter notre premier expert. C'est le professeur Thomas Hale. C'est un chercheur qui a travaillé sur les problèmes transnationaux de manière efficace. Il étudie la manière dont les institutions politiques évoluent pour faire face aux défis de la mondialisation et de l'interdépendance, et il met l'accent sur les enjeux environnementaux, économiques et de santé. Il a un doctorat en politique de l'Université de Princeton et un master en politique mondiale de la London School of Economics et un diplôme en politique publique de Princeton. Professeur Thomas, bienvenue. À vous de parler. Merci beaucoup et merci beaucoup de m'accueillir. Je vais partager mon écran et vous montrer des initiatives, des diapositives. Donc, notre sujet est la politique climatique. Donc, c'est un sujet assez important. Et il peut y avoir beaucoup de choses là-dedans. Et je vais parler notamment de la CCNUCC, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est une organisation des Nations Unies qui réunit des pays du monde entier pour réfléchir sur les manières de résoudre le changement climatique. Donc, il y a aussi la COP, c'est la conférence des parties, des parties à cette convention. En 1992, avant que la plupart des gens dans cette réunion soient nés, une convention a été réunie pour lutter contre les défis environnementaux qui s'est réunie 27 fois. Donc, c'est important d'y penser parce que quand on parle de politique climatique, il y a cet élément international. Que peut faire une institution comme la CCNUCC et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Et donc, comment peut-on l'aider à faire plus pour lutter contre ces problèmes? Qu'est-ce que signifie résoudre le changement climatique? C'est une tâche très importante, considérable. Il faut changer les comportements qu'il y a eu au cours des derniers siècles, il faut changer l'infrastructure, les comportements, trouver de nouveaux processus industriels, mettre fin à la déforestation, créer une économie verte pour des milliards de personnes dans le monde entier et bien d'autres choses. Donc, il y a une liste très large. Et donc, après tout, il s'agit seulement d'une réunion qui a lieu chaque année, dans laquelle tous les pays parlent de leurs idées. Et donc, comment est-ce que cet outil peut nous aider à faire face à toutes ces tâches difficiles dont j'ai parlé pour faire face à la crise climatique? Et je vais vous dire une chose importante. Il faut essayer de comprendre quelles sont les choses positives réussies par la CCNUCC et quelles sont les choses qui n'ont pas été réussies. Donc, il y a 3 idées principales, notamment une dont vous pourrez réfléchir une fois que vous serez chez vous. Que peuvent faire et que ne peuvent pas faire les institutions internationales? Donc, que peut-on attendre d'une COP ou de la prochaine COP?
quels sont les enjeux actuels à l'ordre du jour de la CCNUCC? Donc, quels sont les enjeux? Il est important de les comprendre. Je vais essayer de résumer un peu les différentes positions pour les différents groupes de pays. Donc, c'est un peu mon plan pour les prochaines minutes. D'abord, qu'est-ce que peuvent faire et qu'est-ce que ne peuvent pas faire les régimes internationaux? Et quand on parle de régime, on parle d'un ensemble de règles, d'institutions, de processus dans un secteur donné de la politique mondiale. Donc, on a l'OMS, par exemple, dans le domaine de la santé, on a le Conseil de sécurité. Ce sont des régimes complexes qu'il y a au niveau international. Que peuvent faire des organisations comme celle-ci? Parce que dans les articles de presse, on a parfois l'impression que les institutions internationales réunissent beaucoup de pays, beaucoup de membres, et on a l'impression que c'est similaire à un gouvernement. Il édicte des règles et ensuite il faut suivre les règles. Mais ce n'est pas ce que font les institutions internationales. Elles n'auront jamais cette fonction. Elles ne décident pas ce que doivent faire les pays. Mais comment est-ce qu'elles peuvent faire pour avoir une influence sur le changement climatique, sur d'autres aspects, sans avoir de pouvoir? Ces institutions n'ont pas un rôle de police, elles n'ont pas un rôle de gouvernement, mais elles ont un rôle qui est important, c'est un rôle de stimuler des changements positifs pour qu'il y ait un impact et arrêter la crise climatique. Donc, il y a 3 logiques en marche. La première, c'est d'améliorer la crédibilité en modifiant les informations et les incitations afin qu'elles soient contraignantes. Pendant la guerre froide, il y avait une rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et donc, il y avait une course pour construire plus d'armes nucléaires. Et donc, une des manières qu'ils ont trouvées pour aborder cette question de la course aux armes nucléaires était de créer des institutions internationales. Donc, ils ont dit, nous n'allons pas fabriquer de nouvelles armes si vous ne fabriquez pas d'autres armes. Et donc, ils ont mis en place cela parce que cela valait la peine pour eux d'avoir cette élimination d'armes. Et sans accord, sans ces institutions, ils n'auraient pas pu obtenir ce qu'ils voulaient. Et donc, ils ont fait ça en modifiant les informations. Donc, des avions espions ont pu aller sur les territoires des États-Unis et de l'Union soviétique, et ça a permis justement une contrainte, ça a permis de savoir ce qu'il en était vraiment de ces armes nucléaires. Et donc, cela permet d'obtenir des choses qu'on ne peut pas obtenir d'une autre manière. Donc, les pays font des promesses et les pays peuvent ainsi vérifier l'application de ces promesses. Donc, c'est l'idée importante. Le pouvoir de ces institutions vient de la capacité à être contraignant. La deuxième logique est liée au coût de transaction. Les institutions permettent aux États d'interagir entre eux de manière efficace. Pensons au changement climatique.
Donc, tout le monde, pour les gens, il est difficile de se réunir autour d'une même plateforme concernant le changement climatique. Donc, c'est un lieu de rencontre. Donc, ça permet de réduire des coûts de transaction, tous les coûts de mise en œuvre de telles transactions. Ce n'est pas seulement de permettre de se réunir, mais c'est aussi d'avoir un lieu de rencontre pour agir de manière commune. Il y a notamment le GIEC, qui est un groupe d'experts qui a été créé grâce à cette convention et qui a permis d'améliorer la connaissance qu'on a sur le changement climatique. Et donc, ça permet justement de réduire les coûts de transaction. La troisième logique de ces institutions est de modifier les préférences sous-jacentes des États concernant un enjeu comme le changement climatique. Cela peut durer longtemps parfois, mais c'est une méthode puissante pour changer les choses. Donc, les États ont dit que c'était un sujet important et voulaient l'inscrire dans la loi internationale, dans le droit international. Et donc, en devenant un sujet international, cela a gagné en crédibilité. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ce n'est pas parfait du tout. Mais pensez à l'état des choses avant cela. Maintenant, tous ces délais sont légitimés par le fait d'être dans une institution internationale. Cela change la manière dont on voit le problème, ça change les préférences du public, des États, des gouvernements. Donc, c'est une méthode très puissante pour changer les choses. Il est important d'agir de cette manière. Parce que cela nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle institution. Donc, je vais un peu parler de l'origine. Donc, il y a eu le sommet de Rio en 1992. L'idée était d'avoir une approche différenciée avec 2 voies différentes pour les pays en développement et pour les pays développés. Donc, l'idée, c'était d'avoir une approche juste, une approche différenciée pour les différents pays. Donc, cette idée est assez importante. Une autre caractéristique de la COP, c'est que les pays n'étaient pas d'accord sur des règles de procédure. Donc, toutes les décisions sont prises par consensus. Donc, il faut obtenir un accord de tout le monde pour signer un document. Le bloc suivant de création de ce régime climatique est le protocole de Kyoto en 1997. Donc, qui est une nouvelle étape dans cette trajectoire pour essayer de réduire les effets du changement climatique. Donc, il y a un accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une étape assez petite, mais c'est une première étape. Le protocole ensuite de Kyoto a eu des problèmes puisque les États-Unis n'ont pas ratifié la convention.
Et donc, on ne savait pas s'il allait avoir la capacité d'atteindre ces objectifs. Ensuite, il y a eu le sommet de Copenhague en 2009, qui est un peu vu comme un échec, parce qu'il s'est terminé sur une série de promesses volontaires. L'objectif était en fait d'avoir un accord entre les pays développés et les politiques émergentes comme la Chine pour partager les tâches à faire et pour effectuer cette différenciation dont j'ai parlé entre les pays. En 2015, il y a une nouvelle approche avec un nouveau modèle, avec un accord négocié. Et donc, au lieu d'avoir un objectif global, il y a un objectif national avec les contributions décidées au niveau national. Donc, ces objectifs doivent être réévalués tous les 5 ans. Donc, il y a un objectif global, mais aussi un objectif national qui est révisé tous les 5 ans. Mais l'objectif global est d'avoir la décarbonation de l'économie d'ici la deuxième partie du siècle. Il y a aussi l'émergence de nouveaux acteurs subétatiques et non étatiques. Les négociations continuent en 2018 et en 2021. C'était la première fois que nous pouvions tester les quais. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs contributions qui ont été apportées à la COP 26. Et à cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises. Et cette année, nous avons eu la première revue pour ce qui est des progrès engrangés et voir à quel point nous nous dirigeons vers notre but. Et nous sommes dans l'expectative de la COP 28. Et voilà 2 points que j'ai partagés avec vous. Un aperçu rapide de quelques théories. Et nous avons les érudits qui ont précisé clairement ce que les institutions peuvent et ne peuvent pas faire. Et vous avez des institutions qui sont au cœur du régime climatique et qui ont dressé des conventions. Alors, nous pouvons penser, je pense que 1 à 2 minutes, essayer d'écrire que peut faire ce régime climatique des Nations Unies. Que pensez-vous qu'ils puissent faire et quelles sont leurs limites? Qu'est-ce qui est difficile pour eux de mettre en œuvre? Alors, peut-être utiliser la boîte à clavardage, questions-réponses et préciser ce que vous avez à l'esprit. Alors, que pensez-vous? Que peuvent faire les Nations Unies et que ne peuvent-ils pas faire? Alors, vous avez 1 minute pour répondre. Et il n'y a pas, nous n'utilisons pas le menti dans ce cas-ci. Alors, c'est juste pour vous donner un peu de temps pour l'autoréflexion. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez écrire vos réponses dans la boîte à clavardage. Nous voulons juste savoir, que pensez-vous de ceci? Et ce sera intéressant de savoir quels sont vos avis sur la question. Donc, pendant que vous réfléchissez, nous allons passer à notre prochain groupe de questions.
Non seulement savoir ce que les Nations Unies peuvent et ne peuvent pas faire, mais savoir quelles sont les difficultés auxquelles le CCNUCC sont confrontés, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, quelles sont les difficultés principales au niveau de la CCNUCC aujourd'hui? Il y en a plusieurs, mais je vais me focaliser sur 4 points les plus importants qui sont l'atténuation, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation, adapter nos économies, la société, nos systèmes au changement climatique. Il y a également des difficultés financières, les flux financiers, mobiliser les ressources pour toutes ces activités et également les pertes et les dommages pour savoir quels sont, pour ce qui est des impacts, les dégâts causés par l'impact climatique. Comment gérer tout cela? Il y a également le renforcement des capacités, transfert de technologies, mais nous ne pouvons pas couvrir tous ces points-là à cause du manque de temps. Alors, nous allons commencer par l'atténuation. Alors, pour ce qui est de l'atténuation, nous parlons un peu des gaz à effet de serre, l'équilibre entre les ressources, en fait, ce qui va dans l'atmosphère et ce qui en ressort, le point net zéro. Il fallait donc créer quelques mécanismes pour atteindre les objectifs. Premièrement, créer ces contributions déterminées au point national qui sont sous forme d'engagement et de promesses et également des stratégies de développement à long terme pour un taux faible d'émissions. Donc, il faudrait donc de pareilles stratégies d'ici. Quels sont donc les plans des différents pays pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre? Bien sûr, il y a des accords et plusieurs pays ont partagé leur stratégie à long terme. Ça, c'est pour ce qui est des promesses et des engagements, mais également, il y a un type de revue pour savoir si effectivement ils font ce qu'ils avaient promis de faire. Il y a 3 différents types de revues. Il y a la revue individuelle pour savoir quels sont les efforts des pays, quels sont les développements, savoir s'il y a des pays qui ne développent, qui n'avancent pas vers la réalisation de leurs objectifs. Est-ce qu'il y a beaucoup de militants et d'activistes dans ce sens-là? Est-ce qu'ils font ce qu'ils avaient promis de faire? Il y a également ce qu'on appelle comme un bilan mondial, c'est-à-dire chaque 5 ans, il y a un processus d'évaluation en fait pour savoir quels progrès ont été engrangés collectivement pour ce qui est des buts et ce qui avait été déclaré selon l'accord de Paris pour l'adaptation au changement climatique. Et finalement, il y a une mise en conformité, un mécanisme de mise en conformité et les Nations Unies ici signifient comme une mise en œuvre en fait. Donc, il faudrait avoir en fait ce mécanisme de mise en conformité afin que s'il est difficile pour vous de mettre cela en œuvre, d'après l'accord de Paris, en fait, il s'agit de vous accompagner et vous aider et il ne suffit pas juste de vous punir peut-être pour n'avoir pas accompli vos objectifs. Et pour le dernier aspect de la structure, c'est le cliquet et il y a 3 différentes idées, c'est-à-dire avoir des nouvelles contributions de détermination au niveau national toutes les 5 années, plus ambitieuses que celles qui sont les précédentes, mais cela ne s'arrête pas à ce niveau-là. Il y a également cela au niveau pays et l'intérêt est d'encourager les autres acteurs, les décideurs, les pays, les entreprises, les universités, les investisseurs, les services de santé à contribuer aux défis d'atténuation. Et cela se fait de plusieurs façons, comme par exemple voir des cibles 2030, c'est-à-dire avoir des cibles de déploie au niveau de la foresterie, de l'agriculture, dans ces différents aspects. Il y a également le partenariat Marrakech. Et là, il faudrait se mobiliser pour passer à l'action et organiser des campagnes importantes. Également, un point très intéressant
avoir ce système d'atténuation du changement climatique et en travaillant à développer la biodiversité. Alors, comment est-ce que fonctionne le cliquet? Vous avez plusieurs pays qui prennent des décisions et nous pouvons voir qu'il y a des évolutions et qui permettent de réduire la courbe grâce aux différents objectifs. Et pour le premier objectif cliquet en 2021, 151 États membres qui avaient signé la Convention au changement climatique avaient déposé un nouveau CDN, mais pour la plupart d'entre eux, ils ne l'ont pas respecté et tous n'ont donc pas été capables de présenter un CDN assez fort en termes de réduction des émissions. Et nous voulions donc voir quelles sont leurs évolutions actuelles sur le plan pratique. Donc, nous voulons voir où se trouvent les ambitions ou les promesses et voir en fait ce qui se passe sur le terrain. Voilà ce que vous pouvez voir au niveau des différentes promesses. Et vous voyez les actions qui sont prises et qui permettent de réduire cela de 1,5 degrés Celsius, par exemple. Vous pouvez voir les actions ici. On dit de 2,5 à 2,9 degrés Celsius. Si vous ne voyez pas d'action, mais il y avait des promesses pour 2030, vous dites, oh, d'accord. Bon, pour ces pays qui ont fait des promesses, il faut, comme vous voyez, il y en a ici qui avaient une 1,4 degrés Celsius. Donc, certains avaient d'autres cibles, donc dépendant des pays. Pour certains, il y a véritablement une amélioration et on prend bien sûr en compte les stratégies à long terme pour la cible net zéro d'ici 2060. Donc, il y a tous ces différents scénarios dépendant de la politique dont il est question. Le fossé est plus grand ou plus petit, mais le point le plus important à souligner ici est que ces différentes cibles sont très importantes pour véritablement créer un impact sur le climat. Et pour cela, il faudrait donc passer à l'action en organisant un très bon système qui nous pousse de plus en plus vers le vert à travers le temps. Donc, vous pouvez voir beaucoup de modèles par pays. Voilà un peu tel que vous voyez sur l'écran. Et vous pouvez le consulter si vous voulez. Et vous pouvez voir les promesses qui ont été faites par les différentes entreprises, les villes, les régions qui ont organisé des campagnes globales. Et vous pouvez voir des tonnes d'initiatives et sectorielles par l'énergie, l'aviation, plusieurs domaines d'activité et toutes ces politiques en fait dans le but d'atténuer le changement climatique. Donc, je ne veux pas prendre beaucoup de temps pour expliquer tout ceci, mais vous pouvez consulter ce document autant que vous le voudrez. Donc, il y a un point à considérer. Donc, que fait votre pays, votre région pour ce qui est de l'atténuation? Pense aux aspects que vous et lesquels sont moins forts en termes d'engagement. Et le deuxième point important sur la table est l'adaptation, comment être plus résilient et réduire les vulnérabilités pour réduire l'impact du changement climatique. Et ici, nous parlons plus du niveau local d'adaptation de façon très spécifique, mais également les contextes globaux pour appuyer ceci grâce à l'échange d'informations et à la mobilisation des ressources. Et je pense que dépendant des CDN, il y a beaucoup de communautés et de programmes différents. Ils ont des plans d'adaptation nationales et il y a les fonds d'adaptation parfois sont très réduits pour appuyer financièrement les pays qui essaient de s'adapter. C'est un aspect très important. Et le régime international n'a pas assez de ressources pour ce faire. Et il y a véritablement un fossé important
Et pour ce faire, pour combler ce fossé, il faudrait avoir un but global d'adaptation comme une priorité pour effectivement mettre en œuvre et faciliter le processus d'adaptation des différents pays. Alors, voilà votre devoir. Alors, c'est quoi dans le plan dans votre pays, le plan d'adaptation pérenne, durable dans votre pays? Et nous allons passer rapidement également aux finances, à l'adaptation, atténuation et tout cela. Il faudrait pouvoir mobiliser plus de ressources pour ce faire. Et quelques pays ont accès au marché des capitaux et pour ce faire, ils ont également besoin de dons venant des autres pays par des accords bilatéraux ou bien grâce aux organisations telles que la Banque mondiale, les banques régionales ou bien par les investissements privés. Cela aussi est très possible. Et nous savons que c'est comme un but global, pouvoir rassembler 10 milliards de dollars d'ici 2020. C'était il y a de cela plusieurs années. Voyons que pour 2020, ce n'est pas encore le cas, mais nous progressons tout doucement vers cet objectif-là. Nous pouvons voir donc quelles sont les contributions des différents pays, quelle est la contribution financière que votre pays aimerait faire pour, pour faciliter cet objectif-là. Vous pouvez voir sur les calendriers internationaux ici ce qui avait déjà été décidé et comment évaluer les dommages, les pertes. Oui, il y a beaucoup de pertes et nous devons tout faire pour ne pas y revenir. Comment y procéder? Pour ce faire, il faudrait qu'il y ait une procédure pour provoquer le changement. Et les pays avaient d'abord de créer un fonds pour mobiliser les ressources financières pour ces différentes activités. Et ce ne sera pas un problème sur leur agenda, sinon l'idée aurait été de savoir comment avoir ces fonds qui paiera pour avoir ces fonds qui aura les fonds bien et comment. Alors voilà en bref ce que je pouvais partager avec vous et je suis dans l'expectative de vos questions et d'apporter des éléments de réponse. Merci. Merci beaucoup, fantastique. Professeur Tom, je suis véritablement impressionné d'avoir un contenu si riche. Un temps si bref. On va passer à Menti rapidement pour une session courte de questions et réponses. Nous avons déjà des questions qui avaient été posées pour accélérer, pour gagner du temps en fait. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez ajouter vos questions. Alors, professeur, j'ai une question pour vous que j'ai eue à l'esprit depuis quelque temps, puisque moi, je mène des recherches dans ce domaine-ci. J'aimerais savoir, pensez-vous qu'un cadre universel pour une politique pourrait aider en termes de changement climatique? On devrait en parler pendant le prochain forum sur le changement climatique. Quelle est votre opinion à ce sujet? Merci. Je pense que cela est très clair pour tous les processus qui ont été lancés pendant les décennies dernières. Les pays sont incapables d'avoir une règle qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Nous avons une cible globale, un but global et des contributions nationales qui sont différentes les unes des autres, comme par exemple pour ce qui est du prix carbone, des émissions carbone. Aux États-Unis, par exemple, il y a plus d'emphase sur les politiques industrielles. Alors, les approches sont différentes par pays, les impacts sont semblables, mais je pense que ce serait pas réaliste du tout de penser qu'il pourrait y avoir une même approche pour tout le monde. Et la dernière question, parce que nous n'avons pas assez de temps.
Est-ce qu'il y aurait un forum ou un site web où on pourrait avoir assez d'informations pour ce qui est de la politique climatique pour un étudiant qui aimerait avoir plus d'informations en termes de politique climatique? Est-ce que vous avez des ressources à partager avec nous? Oui, effectivement, j'ai partagé quelques liens dans ma présentation pour ce qui est de l'atténuation, l'adaptation et ainsi de suite. Vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Et il y a également le tracking. Tous ces points, ils sont inclus. Alors, si vous avez la présentation, vous aurez accès à ces liens-là. Parfait. Nous nous efforcerons de partager cette présentation avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour votre temps et j'espère que tout le monde a profité de cette présentation plus que instructive et très riche. Nous allons passer à notre prochain orateur, Dr. Jockey, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre présentation, Tom. Pour la prochaine présentation, il s'agit de Emily Fint qui va nous entretenir sur le prochain thème. Alors, Emily Fint est une gestionnaire en politique à net zéro dans les entreprises anglaises. Pour la collaboration mondiale, elle joue un rôle crucial dans la gestion de la collaboration entre les organisations internationales pour la normalisation, les campagnes des Nations Unies et le CCNUCC, l'EURHUP et les institutions anglaises. Elle a également contribué de façon significative au rapport de pivot CCNUCC avant de se joindre commencer à travailler pour le BSI. Elle travaillait pour une grande équipe dans le gouvernement des entreprises, dans le groupe des entreprises au Royaume-Uni. Et elle a grâce à sa contribution pour la politique climatique, beaucoup de choses ont été faites. Et alors, bienvenue à vous, Émilie, dans cette discussion. Merci. Merci à vous pour cette présentation et merci de me passer la parole aujourd'hui. Et j'aime véritablement ce thème. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des normes dans le changement climatique. Alors, comme je disais, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais vous parler brièvement l'histoire de cette institution où je travaille. Et il a déjà été mentionné que je m'appelle Emily Fint. Je travaille au British Standards Institution et qui a été créé en 1991 avec une organisation qui a été fondée en 1947. Et nous avons maintenant 168 institutions pareilles à travers le monde. Et donc, j'espère que grâce à cette session, nous pourrons souligner exactement quelle est l'importance des normes dans vos vies au quotidien, également qui permettront de mieux élaborer vos politiques en termes de changement climatique. Et les questions que nous allons vous poser aujourd'hui, nous allons nous poser premièrement, c'est quoi les normes en termes d'action climatique? Comment nous pouvons nous en tirer parti pour établir de meilleures fondations pour les réglementations net zéro? Et sur cette base-là, à quoi ressemble le paysage des normes maintenant? Qu'est-ce qui a déjà été fait en matière de normes et que devons-nous faire? Et finalement, comment pouvez-vous monter une collaboration intersectorielle pour une meilleure intégrité net zéro grâce à ces standards?
Alors, la première question à laquelle nous devons répondre, c'est quoi les normes? Alors, peut-être ceci pourrait mieux vous éclairer. Je pense que généralement, les normes sont comme un terme parapluie qui parle de politique, d'initiative volontaire, des normes techniques, mais j'aimerais que nous comprenions clairement de ce dont il est question. Dans certains pays, lorsque nous parlons d'accord, lorsque nous parlons de normes, en fait, cela signifie un accord pour procéder à quelque chose, c'est-à-dire lorsque nous parlons de consensus, vous vous mettez d'accord pour aller de l'avant. Et dans ce cas, nous parlons de consensus. Et je pense que vous avez compris le parallèle qu'il y a entre les politiques et les normes. Et je pense que vous aurez plus de détails lorsque notre prochain intervenant partagera ses présentations. Généralement, les normes sont développées pour répondre aux besoins du marché. Généralement, une industrie pour une entreprise pourrait avoir une difficulté. Alors, à ce moment, ils se disent, bon, nous devons établir des normes pour pallier à cela. Et donc, voilà, donc par exemple, pour décarboniser les industries, décarboniser les énergies, décarboniser l'environnement, comment pouvons-nous réduire le taux de carbone dans l'atmosphère? C'est un véritable défi. Alors, il faudrait donc absolument avoir des standards, des normes. Et il faudrait garder à l'esprit que lorsque nous parlons des normes, il y a beaucoup d'avantages et il faudrait absolument parvenir à un consensus pour avoir un dénominateur commun et avancer ensemble pour pouvoir en fait accomplir et atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mais ce que nous gardons maintenant est que généralement, les normes sous-tendent notre économie et où nous vivons et où nous travaillons. C'est-à-dire, nous remarquons cela au quotidien. Si vous voyagez, vous voulez savoir si votre carte pourrait être utilisée dans tous les pays, vous devez savoir quelles sont les normes dans ces pays-là. Comment est-ce que ceux qui fabriquent les papiers savent exactement à quelle taille il faudrait imprimer des documents. Là, ce sont des exemples de normes, par exemple. Il faudrait près de 200 normes qui sont généralement utilisées dans le cas des ordinateurs, par exemple. Donc, nous comprenons que les normes dirigent ou permettent d'orienter le monde dans lequel nous vivons et nous permettront d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, l'objectif de net zéro. Et pour que notre économie soit transformée, il faudrait absolument que nous ayons des normes. Et maintenant, vous pouvez voir ce qui a été développé par d'autres experts. Et ici, il s'agit de la théorie du changement par rapport à la gouvernance globale, comment il pourrait s'adapter au changement climatique et travailler grâce aux réglementations de politique nationale. Donc, nous devons aligner notre économie globale, arrimer cela aux actions que nous avons à faire. Alors, quel est le rôle des normes dans ce cas-ci? À la droite de votre écran, vous pouvez voir les buts ambitieux de plusieurs. Donc, vous pouvez voir des entreprises ambitieuses, des industries ambitieuses. Ils génèrent des innovations pour provoquer le changement. Et vous avez déjà mentionné plusieurs cas. Et il n'est pas facile de mettre en œuvre tous ces
toutes ces actions ne sont pas toujours facilement mises en œuvre. Et ce que nous devons faire, c'est de s'assurer que l'intégrité et les critères ambitieux que nous avons dans nos différentes entreprises ambitieuses, qu'elles soient ancrées dans les normes nationales. Les normes jouent un rôle unique dans l'économie parce qu'elles sont utilisées dans les entreprises. Elles se connectent à la réglementation et au corps dirigeant. Elles sont reconnues par l'Organisation mondiale du travail. Donc, grâce à cela, les différents biens et services fonctionnent. Et les normes sont le reflet de la fondation et des critères du monde où nous travaillons. Et également du monde où nous nous trouvons. Alors, le défi que nous avons est de tirer parti de ces ambitions et de les mettre en œuvre dans nos différents gouvernements, grâce aux décideurs et aux régulateurs aussi. Donc, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas tout simplement des normes. Les normes ne sont opérationnelles que si elles sont respectées. Nous avons parlé d'éco-blanchiment. Nous avons également des cibles net zéro. Donc, les normes jouent un rôle capital à ce niveau-là. Et lorsqu'une norme est créée, il faut absolument un groupe de personnes, d'auditeurs, de personnes qui s'occupent d'évaluation pour évaluer les normes. Donc, il est important de savoir que ceux qui disent qu'ils visent effectivement la cible zéro pour pouvoir évaluer et savoir s'ils ciblent effectivement le point zéro. Le point net zéro. Il faudrait également des auditeurs pour examiner les évaluateurs en retour. Donc, il nous faut l'accréditation pour nous assurer, pour s'assurer que tout s'arrime aux normes. Et il faudrait également que les évaluateurs aillent évaluer toute organisation. Et vous devez également essayer de savoir combien de personnes il faudrait pour pouvoir évaluer toutes les organisations dans le monde. Donc, maintenant, puisque vous avez compris, alors que nous parlons des normes, quelle est la situation des normes actuellement, des normes climatiques? Donc, je vais répondre à cette question. C'est une situation très vive. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est seulement quelques exemples des initiatives qui ont en cours. Donc, nous traversons une période de convergence actuellement. Nous voyons qu'il y a de plus en plus d'organismes de standardisation qui convergent. Et vous pouvez voir qu'il y a quelque chose de positif dans la situation des normes actuellement. On peut standardiser les choses et c'est important, et c'est parce que c'est plus rapide pour arriver à un progrès. Donc, c'est la bonne nouvelle, cette convergence. Mais il y a également des défis.
J'ai décrit la convergence actuelle entre les différentes normes climatiques, mais il y a une autre chose que vous devez savoir, et c'est la déclaration de Londres. Nous n'avons pas besoin uniquement de normes climatiques, mais de normes en général. Il y a 25 000 normes internationales dans tous les domaines. Donc, il faut réévaluer toutes les normes. Et donc, réévaluer toutes les normes existantes et prévoir pour les nouvelles normes qu'il y ait des aspects climatiques qui soient pris en charge. Donc, c'est l'objectif de la déclaration de Londres. La deuxième chose, c'est qu'il faut faciliter l'implication de la société civile et des personnes les plus vulnérables au changement climatique dans le développement des normes internationales. Beaucoup de règles, de standards qui sont en vigueur actuellement ont été édictés par ceux qui sont responsables du changement climatique. Et donc, c'est quelque chose à avoir en tête. Donc, les organismes de standardisation recherchent la participation des personnes. Donc, rappelez-vous de cela. Donc, je suis désolé de t'interrompre sur ce point parce qu'il faudrait qu'on passe à notre session de questions-réponses rapide. Donc, on va aller à nos questions-réponses. Donc, est-ce que tu peux fermer ton partage d'écran? Je vais juste rappeler une chose. Si vous avez un smartphone et vous pouvez scanner ce QR code, vous verrez, vous irez à un lien avec toutes les informations sur la manière de participer à cette élaboration de normes dans votre pays. Si vous n'arrivez pas à le scanner, j'essaierai de vous l'inclure d'une autre manière. Merci beaucoup de votre temps. Donc, nous allons passer rapidement à Menti. Si vous avez des questions, notamment sur le financement pour les pays en développement. And it's really brought the role and voice of youth onto the policy scene, I think, forever. And at COP27, I saw the first ever youth and child pavilion, which really just shows the aussi à la COP27. Donc, on a maintenant une voix critique et il faut écouter absolument cette voix. Malheureusement, en raison du timing, on va devoir passer à la pause. Donc, on aimerait quand même écouter quelques questions, si ça vous va. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une pause de 5 minutes. Et on revient à 5h
13, on aura encore un autre intervenant. Merci, à tout à l'heure. Merci à tous. Donc, vous pouvez aller boire un verre d'eau ou un café. Moi, je vais boire un chocolat parce que c'est une longue journée. Donc, je vous revois dans 5 minutes.
Welcome back. We're excited to introduce Paloma Costa, our next Bienvenue à tous. special guest. Je vais présenter notre prochaine intervenante, Paloma Costa, qui est une activiste qui a été conseillère du secrétaire général des Nations Unies. Elle travaille pour les droits environnementaux et sociaux, notamment les droits liés au climat, et les droits des communautés indigènes. Elle travaille dans l'activisme jeunesse. Bonjour Paloma. Donc nous sommes très heureux de t'avoir. Paloma. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui. On t'entend très bien, Paloma. Merci. Donc, merci de cette présentation, Yoko, et merci à l'équipe de la coalition Global Youth. C'est vraiment génial d'avoir une initiative comme celle-ci qui permet d'échanger des connaissances sur les manières d'occuper la démocratie et la manière aussi de nous adresser aux décideurs politiques. Donc, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis désolé si vous entendez un peu de bruit derrière moi, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent actuellement dans ma maison, mais je vais essayer d'être brève et je vais essayer de vous partager rapidement ce que j'ai à vous dire. Donc, je m'appelle Paloma Costa, je coordonne le groupe de travail sur le climat dans une organisation qui s'appelle NASA Mundo, qui est une organisation importante au Brésil. Donc, nous avons eu des réunions hebdomadaires avec 200 personnes jeunes dans le Brésil qui ont décidé d'occuper des COP, des conférences climatiques, etc. Donc, la première chose que je souhaite dire, c'est que nous avons un impact et que nous pouvons avoir un impact si nous travaillons en tant que communauté. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner. Je suis aussi assistante juridique dans une organisation qui s'appelle Institut socio-environnemental. C'est là que j'ai commencé ma relation avec les indigènes et les communautés au Brésil, en leur donnant une assistance légale et une assistance pour créer des stratégies au niveau international, parce que nous sommes tous des maîtres au niveau local, mais ce qui est important, c'est le dialogue international. Donc, il faut avoir une stratégie internationale. Donc, il faut agir collectivement en tant que coalition Global Youth. Donc, je fais partie du premier groupe d'assistance, de conseil au secrétariat des Nations Unies. Cela a permis de savoir comment fonctionne le système des Nations Unies. Et ça nous permet de savoir comment avoir un meilleur impact. Donc, voilà un peu ce que je veux dire sur moi. Il y a différentes solutions pour accélérer la mise en place de politiques climatiques. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous partager tout cela. Donc, nous lançons le Fonds de justice climatique jeunesse, qui est le premier fonds qui est élaboré par des jeunes et destiné à des jeunes. Et j'aimerais partager mon expérience. Et même s'il y a des politiques publiques disponibles, il y a des gouvernements au niveau local, au niveau international, mais il faut
aussi non seulement s'adresser à eux, mais aussi essayer de réunir de l'argent. J'ai participé à des COP et donc j'étais dans une délégation avec 26 Brésiliens jeunes, c'était en 2018, à la COP de Katowice, en Pologne. Et donc, lors de cette COP, on voyait que, au fil du temps, il y a eu une amélioration dans la participation des jeunes. Donc, il y a de plus en plus de participation des jeunes pour avoir un impact dans les conférences climatiques. Mais à l'époque, en 2018, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, à la COP de Glasgow, il y avait 75 Brésiliens présents, plus de 200 jeunes latinos qui étaient présents à la conférence, et ces chiffres augmentent parce que nous avons compris le pouvoir de l'organisation et le pouvoir de la stratégie. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu quelles étaient nos stratégies. Nous avons organisé 3 thématiques: la communication, pour être en contact avec les personnes à la maison, le lobbying et ensuite l'activisme. Le but, c'était d'attirer l'attention sur ce qui se passe dans les négociations. Mais le travail principal dans les COP, mais aussi au niveau national, au niveau local, c'était de réunir et d'élaborer des politiques climatiques. Structural changes, and it is so difficult that people who are the ones responsible. Et donc, il y a des personnes qui sont responsables de l'effondrement global. Et donc, ils ne peuvent pas être responsables de la création des politiques climatiques. Il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas de changement de personnes. Donc, il y a l'importance des changements locaux et il y a l'importance aussi de la connaissance, de l'accès, de la visibilité. Et c'est ce qui nous a permis de défendre la démocratie au Brésil. C'est ce qui nous a permis de sauver des territoires pour défendre la forêt amazonienne. Il fallait travailler ensemble, apporter des informations. Et tout cela, nous l'avons articulé au niveau international. Donc, ce que je veux partager comme message aujourd'hui, parce que je vois que je n'ai pas beaucoup de temps, le principal message que je souhaite donner en dehors des COP, nous avons différentes manières, beaucoup de manières de nous retrouver entre jeunes, de nous connecter. Nous avons tous nos expériences au niveau local. De lutter, de contre-attaquer contre le changement climatique. Merci, un timing parfait. Merci pour ton discours, Paloma. Et je vais
appeler le dernier intervenant. Et donc, c'est le docteur Yamakoya, qui travaille dans le développement de l'agriculture. Il aide les pays africains à l'accès au financement climatique. Il a aidé notamment à l'établissement de l'unité de changement climatique dans le marché commun de l'Afrique de l'Est et du Sud. Il a été conseiller climatique pendant plus de 6 ans. Et donc, son expertise a eu un impact significatif sur les initiatives climatiques dans la région. Donc, veuillez donner la bienvenue au Dr Georges Mwamukoya. Merci à tous les collègues, merci à vous, à toutes les personnes qui ont parlé avant moi. Donc, comme vous avez dit, je suis responsable du groupe africain de négociateurs. Donc, nous aidons les négociateurs africains. Je suis aussi responsable du groupe G77 avec la Chine dans les négociations, dans le processus de la CCNUCC. Donc, on m'a demandé de parler de ce qui va se produire à la COP28. Le professeur Thomas en a parlé déjà un petit peu. Et un peu, quel est le rôle que peut jouer la jeunesse par rapport à ce que dit le professeur Thomas, il y a plusieurs points à l'ordre du jour qui sont critiques pour le climat et pour le monde. Donc, je vais commencer par la question de l'atténuation. Donc, le professeur Thomas vous a montré un peu les engagements dans les différents pays. Donc, nous sommes dans une trajectoire de 2,4 à 2,9 en fonction des engagements actuels. C'est bien au-delà de l'objectif de 1,5 degré. Et pour vous, qui êtes de l'Afrique, lorsqu'on parle de 2 ou 3 degrés, nous parlons de 4, 5 ou 6 degrés en fonction de l'endroit, de la position géographique. Donc, il peut y avoir une augmentation plus importante au Sahel, par exemple, en 3, 4, 5, 6 degrés, donc, où il y a actuellement des températures extrêmes et de la sécheresse. Donc, cela se produit déjà. Donc, il y a la question de l'atténuation. Comment est-ce qu'on peut atteindre nos ambitions? Selon l'accord de Paris, nous avons une responsabilité collective pour faire tout ce qui est en notre pouvoir à travers de nos contributions déterminées au niveau national pour atteindre l'objectif de 1,5 degré. Mais nous voyons actuellement que nous sommes déjà à 1,2 et nous allons atteindre 1,5 très rapidement. Donc, il faut commencer à se préparer à cette situation où il y aura 1,5. Et donc, comment on atténuera les effets de cette augmentation de la température. Donc, la COP 28 nous aidera à réaliser ces ambitions. Et donc, la jeunesse doit avoir cela en tête, parce que cela va déterminer la situation future. Et donc, cela va nuire à la qualité de vie des jeunes, des personnes qui sont jeunes actuellement, à l'avenir. Le deuxième sujet qui est important, c'est la question de l'adaptation. Donc, si on regarde l'accord de Paris, la structure de l'accord de Paris, et moi j'étais parmi les 11 facilitateurs de l'accord de Paris. Donc,
le but, c'était d'avoir une parité entre l'adaptation et l'atténuation. Et donc, si on voit l'article 2, paragraphe 1b, cela parle de l'augmentation de la capacité à s'adapter au changement climatique. Ça parle d'encourager la résilience, du développement à faible émission. Et donc, le but était d'associer l'adaptation, la résilience et l'atténuation. Et donc, sur cette base, l'article 4 parle des contributions déterminées au niveau national, qui est liée à l'atténuation, ensuite l'adaptation globale, dans l'article 7. Et l'objectif, c'est que toutes les actions prises pour l'adaptation doivent être prises dans le contexte de l'objectif de température de 1,5 degré. Et cela est important parce que le travail actuel, que le groupe de travail est en train de clarifier, lorsqu'on regarde l'article 7.2, il y a eu des politiques d'adaptation au niveau national, local et international. Et donc, comment est-ce qu'on peut atteindre l'objectif souhaité? Et comment est-ce qu'on sait qu'on réalise des progrès en termes d'adaptation? Et donc, cela est en lien avec la question de l'adéquation des efforts. Donc, il nous faut des chiffres pour pouvoir mesurer l'avancement et l'adaptation. Il y a donc un autre point à la COP 26 de Glasgow, c'est d'identifier comment est-ce qu'on réalise le suivi des efforts d'adaptation. En réalisant ces politiques d'atténuation, il faut aussi agir sur la résilience. Et l'autre aspect important, c'est la question des pertes et préjudices. Parce qu'une fois que l'adaptation aura été effectuée, il y aura la question des pertes et préjudices, avec tous les événements météorologiques extrêmes, la sécheresse notamment, et bien d'autres impacts qui vont affecter beaucoup de monde. Et donc, il faut savoir qu'est-ce que l'on fait. Maintenant qu'il y a ce fonds de pertes et préjudices, comme en a parlé le professeur Thomas, comment est-ce qu'on mobilise des ressources pour faire grandir ce fonds et qui sera éligible, qui aura accès à ce fonds, à ces ressources? Donc, il y a un comité qui a été établi, qui va finaliser son travail à la COP 28. Et le plus probable, c'est qu'il y aura une décision pour établir un cadre commun de travail pour les pertes et préjudices, comme on l'a fait pour le fonds vert. Donc, toute la question du financement est importante. En ce qui concerne le financement, pour la COP 28, nous avons atteint les 100 milliards. Nous avons commencé à négocier sur le nouvel objectif financier quantifiable qui sera défini pour 2025. Le chiffre de 100 milliards a été mentionné par le président Obama.
Et donc, ça a été repris par nous tous. C'est ce que nous voulons pour faciliter l'action climatique. Il nous faut des méthodes innovantes pour avoir plus de ressources, parce que le financement public diminue, et donc il faut impliquer le secteur privé. Donc, il faut savoir comment inciter les autres acteurs à jouer un rôle. Je veux parler d'une chose, c'est que les négociations se font au niveau gouvernemental. C'est la nature de cette convention. Ce sont des négociations entre gouvernements, même si, au fil des années, de nouveaux acteurs sont apparus, de nouveaux acteurs participent aux réunions, mais les négociations se font entre les gouvernements. Donc, pour la jeunesse, pour avoir un impact, comme l'a dit la collègue du Brésil, comment est-ce qu'on influence? Il faut commencer par le niveau local. Donc, moi, j'encourage les jeunes à travailler pour être associés à leurs interlocuteurs au niveau national. Et il faut définir ce qu'ils veulent obtenir à travers ces réunions. Donc, il y a deux options. Donc, on peut être inclus dans les délégations nationales en tant que jeune. Cela permettra de participer même aux réunions fermées. Cela permet de comprendre ce qui se passe, mais aussi de contribuer, parce que vous ferez partie de la délégation nationale, vous pourrez parler aux responsables de délégation, et donc c'est important pour les jeunes. Cela permet aussi d'intervenir dans les réunions. Mais il y a une autre manière. Donc, on a vu ça depuis Sharm el-Sheikh, des délégations de jeunesse. Pour la prochaine présidence, pour la COP28, les jeunes et les enfants seront un enjeu majeur de cette conférence. Donc, il est important de faire porter son message, de porter son message. Quel est votre message? Qu'est-ce que vous voulez dire aux négociateurs, aux délégués gouvernementaux qui ont été désignés par leur gouvernement? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils prennent en compte lors des prochaines négociations? Qu'est-ce que vous voulez que soit à l'ordre du jour? Donc, il est important de regarder l'ordre du jour et ensuite, vous pouvez élaborer un message que vous pouvez partager à travers différentes plateformes avec les différentes délégations. Et normalement, vous verrez qu'ils vous écoutent. Mais aussi, je vous encourage à former des coalitions, comme a dit la collègue du Brésil, parce que de cette manière, vous aurez une opportunité pendant la séance plénière d'ouverture, mais aussi dans les groupes de contact. Vous aurez l'opportunité de faire des déclarations, et avec ces déclarations, vous pourrez parler des points importants pour la jeunesse. Et finalement, il est important que les jeunes comprennent le processus. Parce que si vous ne comprenez pas le processus, ou si vous ne connaissez pas le système multilatéral, alors vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas capable de défendre ce que vous voulez. Vous ne saurez pas quel message vous pourrez défendre. Les négociateurs aiment avoir des messages précis.
Et ensuite, ils vont vérifier si ces messages sont dans l'intérêt de leur pays ou de leur groupe, parce qu'il y a aussi des négociateurs de groupe, des négociateurs de l'Afrique ou du G77, par exemple, ou des petits États insulaires. Et donc, bien d'autres groupes comme cela. Donc, il est important que les gens comprennent quel est l'agenda, et vous devez comprendre le processus. Et en général, cela se fait au niveau national, avant que les délégations partent pour la COP. Donc, il y a des réunions avant la COP au niveau national pour définir la position du pays. Donc, en tant que jeune, vous devez agir au niveau national pour que vos enjeux soient couverts au niveau national. Et ensuite, vous pouvez les défendre aussi au niveau de la COP. Mais parfois, la COP, c'est difficile parce que dans le cas d'Afrique, c'est difficile, même si vous nous parlez à la COP, c'est difficile de modifier la position parce qu'elle est prise avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'espace pour les jeunes. Et donc, j'encourage la jeunesse à jouer un rôle important, à participer au niveau national, faire partie de la délégation nationale. Et je peux vous dire que notre organisation a formé 700 experts africains, dont un grand pourcentage sont des jeunes. Et donc, nous verrons un grand nombre à Bonn dans les délégations nationales. Et de cette manière, il y a un signal qui est lancé et pour que les jeunes occupent un espace. Nous avons le sommet africain du climat en septembre. Nous aurons une formation pour 40 jeunes qui ont été sélectionnés. Et il y aura aussi l'Assemblée des jeunes. Donc, c'est un peu pour vous dire que la jeunesse est une équipe, un acteur critique au niveau international. Nous leur donnons beaucoup d'espace pour participer, mais il faut réclamer cet espace, il faut exiger cet espace. Il faut bien définir les messages que vous souhaitez porter. Il faut être dans la salle où il y a une négociation, en faisant partie des délégations nationales. Et je peux vous assurer qu'avec l'intérêt qui est porté actuellement à la jeunesse dans le gouvernement, et je pense que la jeunesse pourra porter sa voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Nous allons passer à la séance de questions et réponses sur Menti. Alors, s'il vous plaît, si vous avez une question pour le docteur Womokoya, s'il vous plaît, posez vos questions sur le site menti.com. Alors, vous avez parlé du fait que les jeunes ont beaucoup de potentiel pour provoquer le changement. Cependant, nous avons remarqué que cela est de plus en plus mentionné pendant les débats sur le changement climatique, mais nous voulons savoir comment véritablement passer au prochain niveau, comment véritablement mettre en œuvre le changement au niveau local. Donc, vous avez dit qu'au niveau de l'adaptation climatique, au niveau global, c'est difficile, mais déjà au niveau local,
comment pouvons-nous mettre en œuvre cet agenda au niveau local et le transformer en un instrument national? Est-ce que vous auriez une suggestion, une recommandation pour les jeunes? Comment passer à l'étape supérieure et créer, provoquer un changement positif et une transformation positive? Merci pour cette question. Si vous regardez à nos CDN qui ont été présentés par plusieurs pays, surtout venant des pays en développement, vous vous rendrez compte que ils se focalisent plus sur l'adaptation. Et deuxièmement, il y a des opportunités de moyens novateurs pour la gestion de ce défi posé par le changement climatique, que ce soit les sécheresses, les inondations et vous voyez tout ce que ça pourrait provoquer en fait. Alors, ce que je pourrais proposer aux jeunes, je les encouragerais à proposer des idées de résolution du problème, des problèmes ressentis par la communauté locale. Et à ce moment-là, vous pourrez donc tester ces différentes idées et vous voyez, utiliser l'expertise indigène, connaissances nationales, locales et voir ce qui peut marcher et voir comment l'instrument politique pourrait faciliter cette innovation. Et vous remarquerez que les politiques existantes pourraient ne pas être appropriées. Cela pourrait donc déclencher, provoquer un changement au niveau des politiques. Juste par cette innovation qui devrait tout simplement être mise en œuvre. Alors, je pense que nous ne devons pas attendre que l'aide nous vienne du ciel, mais nous devons commencer parce que nous pouvons déjà faire. Travaillons avec la communauté, identifions les solutions locales, essayons de voir comment nous pouvons peaufiner les solutions au niveau local grâce à la science, la connaissance indigène et par là créer une nouvelle méthode de pour, que nous utilisons pour procéder, à la mise en œuvre de cet instrument au niveau local et national et même au niveau national. Il y a parfois où nous demandons de recevoir des cas d'études de certains pays et nous lançons un appel à soumission pour la CCNUCC et nous ne recevons rien du tout. Et c'est véritablement un problème parce qu'à ce moment, nous n'arrivons pas à partager ce que les autres font qui auraient pu être élevés à l'échelle internationale et mobiliser plus de ressources pour appuyer nos différentes communautés locales. Alors oui, il y a des opportunités. N'attendons pas de recevoir des instructions sur ce que nous pouvons faire, mais travaillons et de façon novatrice en exploitant les connaissances locales et la science disponible. Merci. C'est très intéressant, Dr. Amokoya. Une autre question. D'après vous, puisque vous venez de l'Amérique du Sud, en Amérique du Sud, nous avons quelques difficultés avec les patients financières, que ce soit même les membres de personnel. Pour ce qui est du cliquet, quel serait le meilleur mécanisme pour procéder? Surtout pour ceux qui sont confinés au niveau des difficultés climatiques auxquelles ils sont confrontés. Comment nous pouvons véritablement faire le suivi de l'adaptation? Oui, c'est très important. Il y a 2 points à souligner ici. Premièrement, nous devons essayer de voir quelles sont les actions qui sont dessinées et savoir comment elles pourront véritablement permettre la réalisation de l'objectif désiré et nous devons être à même de faire le suivi et savoir si les politiques élaborées ou les actions que vous avez mises en œuvre véritablement accomplissent les objectifs visés.
Et le plus souvent, vous vous rendrez compte que lorsque vous avez des suppositions, lorsque vous faites des suppositions, vous pensez que ce sera stable, ce sera durable et les choses vont évoluer comme vous le désirez. Mais sinon, en réalité, dans la pratique, vous verrez qu'il faudrait que peut-être d'autres politiques seront perçues différemment par les communautés et alors vous devez toujours examiner vos suppositions et éviter d'avoir des conséquences intentionnelles qui pourraient miner l'adaptation et également concevoir un projet où vous examinez juste, vous pensez juste à votre localité ou à votre pays et vous oubliez que vous pouvez organiser une adaptation pour un pays, mais qui serait inadéquate si appliquée dans un pays voisin ou un pays autre, surtout dans les pays où il y a des personnes qui se déplacent d'un pays à l'autre le plus souvent. Par exemple, au niveau de la Corne de l'Afrique, à cause du pâturage. Donc, parfois, ils sont dans un pays et ils vont dans d'autres pays à la recherche de plus de pâturage et d'eau. Alors, il faut avoir cela à l'esprit. Alors, il faudra avoir un cadre assez robuste. Et il y a beaucoup d'autres indicateurs et de paramètres, bien que nous n'ayons pas un cadre d'adaptation clair pour le suivi et l'évaluation, mais vous pouvez utiliser cela pour faire comme un suivi du progrès, mais en regardant l'aspect du Sud global que nous avons mentionné au niveau international, c'est également renforcer les capacités. Et en Afrique, nous essayons véritablement de le faire en établissant des équipes et en travaillant avec ces différentes équipes dans les pays et pouvoir évoluer avec eux parce que les défis auxquels plusieurs de nos collègues sont confrontés est d'avoir une rationale climatique parce que pour que le climat soit financier, il faudrait d'abord que vous soyez très au courant de ce changement que vous pouvez provoquer. Et cela est difficile parce que dès la base, nous n'avons pas de ligne de référence. Et à partir de ce moment, il est très difficile de faire dans le suivi ou bien d'établir la rationale climatique. Et à ce moment, il faudrait donc renforcer les capacités de nos citoyens pour éviter d'avoir des experts qui viennent d'ailleurs pour faire le travail. Pourtant, nous avons notre population qui n'arrive donc pas à mettre en œuvre ce qui avait été dit parce qu'ils n'étaient pas impliqués dans le processus dès le départ et ils ne comprennent pas les raisons sous-jacentes qui poussent ce mouvement ou provoquent cette action-là. Alors, ce renforcement de capacité en termes de développement de projets et de rationnel du climat afin de tirer parti de cette action en faveur pour réduire le changement climatique est très importante. Alors, à vous. Merci beaucoup, Dr. Wamokoya. Nous avons une autre question qui s'adresse à Paloma. Alors, par votre expérience, Paloma, quel serait le meilleur moyen de créer un impact après la COP au niveau local aussi? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Il vous demande, de par votre expérience, dans l'espace du débat climatique, quel est le meilleur pour nous? Et c'est-à-dire non seulement pour vous, mais pour nous tous, mais de créer un effet domino qui pourrait créer un impact sur la COP, sur la gouvernance locale ou bien la gouvernance nationale. Merci. Je pense que à travers les années, nous avons élaboré plusieurs stratégies qui pourraient nous aider à le faire. Nous avons travaillé avec plusieurs parties prenantes et également, j'ai eu à travailler avec certains de nos collègues et maintenant nous voulons lancer une procédure nationale pour reviser notre CDN, mais également l'impact
dans les communautés est très importante. En termes d'administration, nous sommes allés dans la rue avec plusieurs artistes et les gens ont entendu parler du Brésil et plusieurs ont entendu parler. Nous avons refusé que certaines lois soient votées et nous travaillons avec les décideurs au niveau national et international. Alors, je pense qu'il est important de travailler au niveau de la communauté parce que lorsque vous représentez un groupe comme les jeunes, mais aussi avec une coalition, les organisations et la diversité que représente notre monde et nos différents pays, alors nous pourrons avoir un meilleur impact que de venir juste pour une campagne, juste pour une communauté. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Plusieurs personnes seront très satisfaites de votre réponse. Nous devons passer à la fin. Je sais que nous avons beaucoup de questions à nous poser, mais j'aimerais d'abord mentionner notre prochaine session qui sera le 23 août. Nous avons un thème très important, mais qui n'est pas très mentionné. Il s'agit des droits des indigènes et le changement climatique. Nous allons vous parler de nos intervenants sur nos différents réseaux sociaux. Alors, s'il vous plaît, ne ratez pas cette session. Deuxièmement, j'aimerais partager ce petit jeu interactif. Donc, vous pouvez voir ici les N-routes. Ceci a été, c'est un moyen très interactif de comprendre comment la politique climatique fonctionne dans les différents secteurs tels que l'énergie, le transport, l'agriculture, etc. Et ce n'est pas du tout compliqué. Il faudrait créer pour cela facilite la création d'une politique globale climatique pour réduire les émissions des gaz à effet de serre. Alors, vous pouvez prendre une photo et partager avec nous vos réponses. Quel serait d'après vous le scénario parfait pour une politique climatique? Et enfin, j'aimerais vous rappeler notre partenariat, Terra. Terra, vous savez, sont nos partenaires et qui nous accompagnent avec du contenu éducatif gratuitement pour chacun d'entre vous. Alors, vous avez certainement déjà reçu un email venant de Terra. S'il vous plaît, utilisez ceci pour vous enregistrer à ceci pour avoir accès à tous ces cours-là. Et finalement, je vous encourage à le faire et je l'insiste que vous le fassiez puisque vous avez accès à tous les cours et ceci jusqu'en octobre. Alors, si vous voulez apprendre plus et en savoir un peu plus, alors abonnez-vous et connectez-vous à nous également sur Slack, partagez vos idées et pour que nous restions en contact. Alors, s'il vous plaît, contactez-nous sur Slack. Et finalement, merci à nos fondateurs, contributeurs, Oxford University, Smith School of Enterprise and Environment et le Van Houten Fund et nos partenaires avec Eco Interpreters et tous les prestataires, ce que vous avez écouté maintenant et aujourd'hui. Alors, merci à tous ceux qui permettent que ce projet qui n'était qu'un rêve se réalise. Et à la fin, il y a la liste de présence disponible. Vous avez jusqu'au 23 août pour remplir le formulaire de présence. Alors, voilà le code QR et également le lien qui sera posté dans la boîte à clavardage. C'est très important pour que nous fassions le suivi de votre présence aux différentes sessions. Pour qu'en fin de compte, nous puissions vous donner, j'ai oublié complètement le mot, mais bon, merci.
Merci à tous pour votre temps. Merci à tous les intervenants. Nous sommes véritablement reconnaissants pour votre temps, votre considération et tous les participants qui sont là aujourd'hui. Merci à tous. S'il vous plaît, restez connectés et impliquez-vous dans les normes climatiques. Connectez-vous les uns aux autres. Gardez le contact et travaillons ensemble vers un futur équitable, durable et sain pour nous tous. Merci à tous et au revoir à tout le monde. Bye bye.